Aujourd'hui, nous recevons un acteur important, un acteur principal de la société civile ivoirienne, dont la renommée a transcendé les frontières justement du pays, pays à l'éléphant, pays aux éléphants si vous voulez, et qui justement donc a une organisation dénommée GRAD Afrique, siégeant en Amérique, aux États-Unis, et dont il est le fondateur. Il est aussi le fondateur et le président d'honneur, parce que il a démissionné de ses fonctions de président en début de l'année dernière au niveau de cette plateforme-là. Il s'agit de la FIDOP. Monsieur Gervais Sako Boga. Si. Merci. J'y arrive. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et merci de nous recevoir ici à Abidjan. C'est un plaisir pour moi et c'est le pays de l'hospitalité. Soyez les bienvenus. Merci. C'est moi. C'est moi. Alors, nous allons lever quelques points donc de l'actualité en matière de société civile, en matière de droits de l'homme, en matière de préservation de la paix, de la non-violence, ici en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique en général. Très bien. C'est avec plaisir que je me prêterai à vos questions. Hein. Et puis voilà, on fait ça tout le temps. Donc ça fait 30 ans que je suis dedans. Ah oui. Donc je suis un peu habitué à l'exercice. Et je rappelle à nos téléspectateurs, ou je les informe que vous êtes un enseignant. Oui, Dr Boga est enseignant. Docteur justement parce que je suis enseignant à l'université. Ah oui. Voilà, mon université de base est à Boaké, l'université de Boaké. Mais en dehors, la plupart des universités privées d'Abidjan, j'y donne quelques formations en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire. Alors, merci. C'est moi. Le premier point d'ombre que nous allons donc lever à l'entame de cet échange, c'est de savoir qu'est-ce que vous a inspiré le discours, ou si vous voulez, le message à la nation que le président Alassane Ouattara a adressé dernièrement à l'entame de cette nouvelle année. Très bien. En tout cas, merci. Je voudrais profiter pour saluer la maison, le média qui me reçoit. C'est toujours un plaisir. Iroko Media TV. Iroko, bien sûr. La chaîne numérique panafricaine. Exactement. Je commence à m'habituer à cette chaîne. Et puis, je vous félicite. Parce que la communication, c'est vraiment la clé de la vie. Vous me demandez de donner un avis sur le dernier discours du président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. J'avoue que, bon, je vais mettre de côté toutes les statistiques qui sont données, tout le bilan qui est fait, selon lequel la Côte d'Ivoire va bien, se porte bien, dans tel secteur, on a fait ci, on a fait ça. Bon, moi, tout ce que je retiens, nous sommes en 2025, c'est une année électorale. Ouais. Qu'a dit le président de la République sur l'élection à venir? Ouais. J'ai noté qu'il a dit qu'elle serait démocratique, qu'elle serait pacifique, et puis, bon. Et là-dessus, il n'est pas allé trop loin. Et quand je dis que je suis resté sur ma faim, c'est surtout par rapport à cet aspect-là. Vous savez, quand on est président de la République, mon dernier livre, justement, porte sur ce titre-là. Qui est le président de la République? C'est quoi un président de la République? Oui. Et mes recoupements que j'ai pu faire depuis que je travaille sur la question de la démocratie et des droits de l'homme, le président de la République, surtout en Afrique, c'est un peu le garant de la sécurité et de la paix sociale. Les Ivoiriens, dans leur majorité, sont angoissés pour cette élection. Justement, ils ont le droit, c'est légitime. Parce qu'en 2010, nous avons connu l'une des élections les plus chaotiques d'Afrique et même du monde. Avec une crise post-électorale qui a fait au-delà de 3000 morts. Lorsque chaque fois on a une élection qui arrive, le pays est toujours inquiet. Et le président de la République, c'est celui-là qui rassure. Les mots qu'il a utilisés sont peut-être rassurants, mais on n'en connaît pas le contenu. Parce que pour qu'une élection soit pacifique, pour qu'une élection soit crédible, démocratique, il y a un certain nombre d'actes qu'il faut poser. Je m'attendais à ce que le président de la République nous rassure. Et il a évité, par exemple, un terme qui est l'inclusivité. Parce qu'il y en a qui sont déjà exclus d'office. Ça, ce n'est pas très démocratique. En fait, vous savez, nous qui sommes les acteurs de la société civile, on nous en veut d'être partisans d'un camp ou d'un autre. Mais vraiment, ça, je ne sais pas, les gens se trompent. Nous regardons un système électoral parce qu'on est habitué à être observateur des élections. Oui. Les élections, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Donc, l'inclusivité de l'élection pose problème.
certains candidats ne sont pas sur la liste électorale. Ça nous préoccupe. Il y a aussi le fait que la commission électorale elle-même, elle ne met pas tout en jeu pour que l'élection soit transparente à 100%. La liste électorale est problématique. Beaucoup en parlent. Bon, donc, toutes ces questions-là, je dois avouer que le président de la République aurait pu nous trouver une bonne parade, une bonne sortie en disant que bientôt il va y avoir un dialogue politique entre les différents acteurs sociopolitiques, notamment les acteurs politiques, la société civile, pour qu'on se mette d'accord. Car, cher ami, une fois que nous sommes d'accord sur les conditions de l'élection, il ne se trouvera pas un seul qui puisse demain dire, remettre en cause le système électoral. Mais tant que tout cela n'est pas réuni, je crains fort. Alors, j'ai dit. Votre préoccupation s'entend quand on connaît l'histoire donc des consultations, notamment présidentielles. Exactement. En Afrique en général et même dans le monde. Voilà. Alors, donc, quand on suit de près l'actualité ivoirienne, tout à fait. Je m'en suis rendu compte. Lorsque nous préparions, l'équipe de cette émission, nous préparions donc cet entretien avec vous, que un organe de la place ici en Côte d'Ivoire s'est certainement basé sur ce genre d'analyse que vous faites de la situation pour dire donc que vous êtes en train de préparer les prémices voilà, à des troubles comme ce fut le cas en 2020. Oui, j'ai été choqué. Et je finirai, si vous permettez, par faire constater que la FIDOP, votre organisation dont vous êtes donc le président fondateur et président d'honneur aussi, est montée très vite au créneau pour attirer l'attention sur une préparation peut-être des conditions dans lesquelles vous avez dû partir en exil justement en 2020. Exactement. Ou peut-être même une arrestation avant que la consultation ne commence. Quelle analyse vous-même vous faites de vos propos qui sont ainsi interprétés et qui soulèvent tant de polémiques? Non mais c'est malheureux. Et puis je voudrais saluer Iroko Média parce que vous me surprenez, mais agréablement. Et c'est ça le journalisme. C'est-à-dire qu'avant de venir à un entretien, il faut prendre l'invité, faire un peu le tour. Je ne vous ai pas parlé. Dieu m'est témoin. Et je suis surpris agréablement que vous ayez cette information. Effectivement, il y a un journal malheureux de mon pays, certainement proche du pouvoir, qui a voulu me salir en estimant que mes analyses qui tendent à démontrer qu'il y a des failles dans le système qui sont inquiétantes. Et donc, ils se sont appuyés là-dessus parce que j'ai accordé une brève interview de vœux à un de vos confrères ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle Canal Ivoire sans faire de publicité. Ils ont chopé les éléments et comme les éléments n'étaient pas très suffisants pour pouvoir m'incriminer, ils sont allés puiser en 2020 mes postures, mais les contextes ont changé. En 2020, j'étais contre le troisième mandat et j'étais en exil en plus. Et j'ai donné mon point de vue. Je n'ai pas pris les armes, je n'ai jamais attaqué qui que ce soit. C'est une question d'opinion. Or, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont des garanties fondamentales. Ce sont des droits de l'homme. Et je suis quand même un droit de l'hommien. Je suis un défenseur des droits de l'homme. On veut m'empêcher de donner mon point de vue, de faire mes analyses. Je suis vraiment choqué. Et donc, compte tenu du contexte qui prévaut dans mon pays et la gravité des propos, des insinuations, et j'allais dire de ce que on veut me donner une responsabilité qui n'est pas la mienne, on veut me coller des intentions qui ne sont pas les miennes, j'ai dû saisir les autorités de mon pays. Immédiatement, j'ai saisi le procureur de la République, j'ai saisi le ministère de l'Intérieur et j'ai saisi l'organe qui gère la presse écrite dans mon pays qu'on appelle l'ANP. Voilà. Et donc, j'ai saisi ces instances-là. Mais la seule chose que je puis dire, c'est que c'est malheureux. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et nous venons d'exil. Je crois que non seulement on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais quand même le contexte, il faut en tenir compte. C'est un pays qui a souffert, qui aspire désormais à une certaine sérénité, à une certaine paix. Et en tant que consultant chez vos confrères de NCI, un peu partout, j'essaie de donner des analyses constructives. Quand on veut la paix, il faut faire des analyses froides, mais pertinentes, pour que les dirigeants, pour que les politiciens
puissent tenir compte de cela et puis travailler, parce que ce sont eux qui ont un certain pouvoir. Ouais. La société civile n'a pas de pouvoir en tant que telle. Elle n'a que le pouvoir d'expression, d'analyse et de proposition. Mais l'opposition a un pouvoir parce que l'opposition draine des masses. Ouais. Mais celui qui est au pouvoir lui-même, là, c'est encore plus grave. Parce qu'il a la police, il a la gendarmerie, il a tous les pouvoirs, en quelque sorte. Donc, même le pouvoir législatif, qui aurait dû être à équidistance, il est quelque part rattaché au pouvoir exécutif. Autant entendu que l'exécutif a plus de députés. Oui, la majorité. La majorité, voilà. Ouais. Et même le pouvoir judiciaire, parce qu'on se rend bien compte que parfois, il y a des décisions de justice qui coïncident avec la question de trouble à l'ordre public. Paf, on s'en sert et puis on te muselle. Vraiment, je prie nos autorités de faire un peu attention. Le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pour moi qu'il a dit, c'est John Emmerich. Et puis, à trop tirer sur la corde, il finit par se casser. On a déjà vu ça. Des gens qui sont de pouvoir, qui pensent qu'ils sont Dieu sur terre. Moi, j'ai un Dieu en qui je crois. Et la vérité et la justice, je la dirai jusqu'à mon dernier souffle. Moi, je n'ai jamais appelé des Ivoiriens à des troubles. Je préfère prévenir. Il y a une nuance. Je préviens. Je fais les analyses pour dire, voici ce qu'il nous faut faire pour qu'on ait la paix. Demander un dialogue politique, je pense que c'est la chose la plus sage qui soit. C'est-à-dire parler avec l'opposition, parler avec la société civile, pour qu'on mette dans le même panier tout ce qu'il nous faut pour garantir la paix. Car la paix ne tombe pas du ciel. La paix, c'est nous qui la construisons, c'est nous les acteurs. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est tous les gens, tous les acteurs. C'est nous qui participons. Et moi, vous me donnez l'occasion de clarifier ma pensée. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit à des troubles. Je construis la paix en faisant des propositions constructives. Et j'ai dit. 2025, c'est une année électorale en Côte d'Ivoire. Cela s'entend, cela se dit partout. Et rien qu'à voir, rien qu'à entendre ce que nous disons ici en début de cet échange, on s'en rend bien compte. Et ce que je m'en vais vous demander, on s'en rend déjà compte un peu dans vos propos, si. Mais vous voudrez bien nous préciser cela. Est-ce que vraiment, quand bien même les contextes ne sont pas les mêmes entre 2020 et 2025, cette année-ci, est-ce que vraiment on peut dire que vous avez de fortes appréhensions par rapport à cette consultation présidentielle qui s'annonce pour octobre prochain? Mais dans ma culture, parce que je suis de Divo, mais je crois que c'est dans la plupart de nos cultures africaines, l'on dit que lorsqu'un serpent vous a piqué ou mordu, et en voyant un ver de terre, voilà, vous avez peur. Ah oui. Donc pour moi, étant du pays qui a connu l'une des plus graves crises post-électorales que le monde n'ait jamais connue, évidemment, quand une élection arrive, on est debout pour voir si les mêmes ingrédients qui nous ont entraînés dans le chaos ne sont pas encore là en train de se réunir. Mais le dire là, c'est faire un travail d'intellectuel et d'analyste. C'est pour ça que j'interpelle. C'est pour ça que j'interpelle. Parce que ce que je vois là, les uns excluent de la liste électorale. Une liste électorale décriée. Et puis, on demande l'audit. On dit non, pas d'audit. D'ailleurs, même, j'ai entendu encore dans les coulisses que le président de la commission dite électorale, une commission indépendante, soi-disant électorale, il n'est pas prêt pour faire une révision de la liste électorale en 2025. Alors que la loi l'y oblige. Vous voyez? Donc, souvent, je me dis, mais bon, est-ce que c'est nous qui sommes parfois absurdes, ignares, ou bien c'est nous, donc c'est nous qui n'avons pas la paix? Nous qui demandons que les conditions telles que prévues par nos lois soient respectées, c'est nous qui n'avons pas la paix. Moi, je pense que la loi, c'est pas moi qui l'ai faite, je n'étais même pas là. Quand la loi a été votée, et puis a été promulguée par le président de la République. Et la loi fait obligation à la commission électorale en 2025 de refaire. Parce qu'il y a des jeunes qui ont 18 ans au moment où nous parlons aujourd'hui, ils sont en droit de voter. Il n'est pas encore tard. On dit non, 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 c'est pas une question d'argent. Parce que si c'est une question d'argent, les Ivoiriens que je connais qui se sont cotisés lorsque notre pays était en crise, ils peuvent se cotiser pour que ce nouveau recensement-là ait lieu. On ne nous dit pas. Mais c'est simplement ce qu'on ne veut pas. Or, la loi vous fait obligation. Et puis le président de la CEI, d'ailleurs, au mois de septembre prochain, son mandat est terminé. Tout cela, il faut que le président de la CEI s'entend. Donc, il faut tout ça, il faut une certaine, j'allais dire, un certain dialogue, un certain accord de toutes les parties pour que, bon, on termine. Voilà. C'est trop facile
d'avoir une loi et de ne pas la respecter. Donc, cher ami, en résumant la question que vous me posez, quand je dis que j'ai des inquiétudes, c'est mon droit. Quand je dis que j'ai peur, c'est mon droit. Parce qu'il s'agit de mes sentiments, il s'agit de mes ressentis. Et puis j'argumente. Parce que vous, si vous ne faites rien pour que les conditions soient aplanies, mais à quelle élection allons-nous? Pour voir encore des Ivoiriens dans la rue? Quand vous dites ça, on dit non, ils préparent les esprits à des troubles. Mais non, entre vous qui avez la loi et qui êtes tenu par la loi et qui la violée, et moi qui vous demande, qui vous supplie de respecter la loi, qui est celui qui sème les troubles? Qui prépare les Ivoiriens aux troubles? Ce n'est pas Dr Boga. Et je dis. Dr Boga Sako Gervais, on ne pourra pas dire quand même, quand on connaît donc la situation actuelle du pays, l'ancien président Laurent Gbagbo, il est disqualifié a priori parce que il a été condamné ici, ouais, même s'il a été acquitté là-bas. Pour l'instant, il a été condamné, il est inéligible. C'est ça. Et il y a le jeune Blé Goudé, Charles Blé Goudé, qui aspire aussi à candidater, mais il est inéligible. Et quand on regarde tout ça, Guillaume Soro en exil là-bas, on pourrait dire que c'est pas vous ne souffrez pas, et une partie de la Côte d'Ivoire qui est donc inquiète ne souffre donc pas de syndrome post-traumatique par rapport à la crise de 2011. C'est pas un syndrome post-traumatique parce que les conditions... voilà. Alors, face à cela, qu'est-ce que vous attendez concrètement des acteurs politiques? Les acteurs politiques s'entendent évidemment de la mouvance comme de l'opposition. Quel est votre message envers tout cela pour que les élections présidentielles à venir puissent se faire sans trouble majeur? Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens. Les Ivoiriens vous aiment trop. Les Ivoiriens aiment trop le président Ouattara. Les Ivoiriens aiment trop le président Gbagbo. Les Ivoiriens aiment trop les leaders des partis politiques. C'est pour cela que vous drainez du monde. Les Ivoiriens vous aiment trop. Ne leur ramenez pas en retour la guerre. Ils ne le méritent pas. On ne peut pas condamner quelqu'un d'aimer, de vous aimer. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous ne vous entendez pas pour que l'élection soit paisible, pacifique, vous aurez été ingrat et égoïste vis-à-vis des Ivoiriens. Je crois que sans rentrer dans quelques polémiques, c'est la meilleure façon pour moi de parler aux hommes politiques. Ayez pitié des Ivoiriens. Vous savez, quand je suis revenu d'exil, le premier discours que j'ai tenu, c'était de demander pardon à mes compatriotes parce que d'une façon ou d'une autre, en tant qu'intellectuel, par mes prises de position, directement ou indirectement, j'ai participé aussi à ce qui s'est passé dans mon pays. Et je leur ai demandé de demander pardon à tous les leaders. Parce que les Ivoiriens sont fous de vous. Mais c'est pas parce que quelqu'un est fou de toi que tu vas abuser de sa personne. Je pense que c'est un peu abusé. Vous avez là la capacité, en tant que des hommes d'État, de vous asseoir, de vous parler. Quand on attend que vous vous parliez, vous ne vous parlez pas. Et après, quand ça brûle, c'est nous qui sommes encore dans les rues, en train de demander la réconciliation, la paix, pendant que vous détruisez. Je voudrais vraiment vous inviter d'avoir pitié des Ivoiriens. Quand je le dis, je ne veux pas rentrer dans les détails. Le chef de l'État, il a la plus grande responsabilité, parce que c'est lui qui est aux commandes. Mais l'opposition également. Faites tout pour que vous puissiez avoir ce dialogue-là, pour vous parler. Dans tous les cas, les Ivoiriens sont des arbitres. Et nous, société civile, nous sommes là pour regarder. À un moment donné, nous serons à même de dire qui n'a pas fait le pas, j'allais dire, de sacrifice pour que la paix advienne et que le pays soit sauvé. Nous serons là pour le dire. Parce qu'on ne peut pas rester là, bras croisés, et puis nous voir mourir, et puis nous taire. On ne peut pas se taire. Et je ne me tairai jamais. Et je dis. Nous allons finir cet échange, si vous permettez, docteur Boga Sako Gervais. Nous allons parler des pays de l'AES. Alors, l'actuel président du Ghana, John Mahama Dramani, récemment investi donc, qui est donc revenu aux affaires, un peu comme Donald Trump aux États-Unis. Tout à fait. Alors, il vient de nommer fraîchement un envoyé spécial vers les pays de l'AES. Et je pense que cette nomination est inédite dans la sous-région, disons même en Afrique tout simplement, compte tenu du contexte dans lequel ces pays-là, le Niger, le Burkina, le Mali, se sont donc constitués en AES, Alliance des États du Sahel, tout en sortant donc du regroupement sous-régional qu'est la CEDEAO. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme.
il s'agit des populations hein, qui sont concernées par ces bouleversements géostratégiques, politiques et tout. Que pensez-vous que les dirigeants des autres États africains devraient faire? Est-ce qu'ils doivent suivre l'exemple du président ghanéen ou ils doivent rester dans leur posture actuelle vis-à-vis de l'AES? Déjà, vous me permettez de féliciter le président Dramani. Là, le Ghana a marqué un point dans le domaine de la démocratie. Un peu comme le Sénégal a été toujours avant-gardiste hein, en matière de préservation de la démocratie. Le Ghana a marqué un point, en tout cas félicitations. Et félicitations au président Dramani. Ce qu'il a fait, ça s'appelle de la réelle politique. C'est de la réelle politique. Et quand on voit, certains peuvent croire que c'est une sorte de défiance vis-à-vis de la CEDEAO, mais non, il est très intelligent. Il dit, mon peuple a des frères au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Parce que l'Afrique est une. Les Ghanéens ont besoin de ces populations-là. Donc, en attendant que vous réglez vos problèmes politico-politiciens avec la CEDEAO, moi, j'envoie un émissaire là-bas. Donc, je crée la connexion entre mon peuple et les peuples de l'AES. C'est très intelligent et c'est pragmatique. Félicitations, monsieur le président Dramani. Maintenant, au nom de la souveraineté, vous savez, ce qui pose un problème même en matière de démocratie, sur la question de la souveraineté. On a un peuple souverain, mais notre souveraineté est dirigée par celui qui est au pouvoir. Puisque voilà, le peuple quand même lui lègue. Exactement. Le délègue. Exactement. Nous avons délégué notre souveraineté au président de la République. Tant qu'il se nommera Alassane Ouattara, bon, il décidera de ce qui est bon. Mais les peuples, entre eux-mêmes, n'ont jamais de problème. Si nous sommes entrés à la CEDEAO, c'est parce que nous voulions retrouver nos frères et puis faire un marché commun pour qu'il y ait une fluidité de voyage, une connexion entre nos États, entre nos pays, entre nos peuples. Le président Dramani a ouvert la voie. Juste été président que j'aurais fait comme lui. Mais je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui sont au pouvoir et qui peut-être ont des réticences. Mais les peuples ont besoin de se retrouver. Vraiment, je salue cet acte. Docteur Boga Sako-Gervais, nous allons finir cet entretien. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire que j'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Et c'est un très beau pays. Ce pays a du potentiel pour que chaque Ivoirien vive bien avec nos frères qui sont venus, qui ont aimé ce pays et qui s'y sont retrouvés. Je voudrais que nous préservions la paix dans mon pays. Et je lance un appel, encore une fois. Je peux parler à l'opposition, je peux parler à quiconque, mais c'est le président de la République qui a le destin de mon pays entre les mains. Monsieur le Président, la paix dans ce pays dépend de vous. S'il vous plaît. Et je dis. C'est donc sur ce message à l'endroit du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire que nous mettons un terme à cette émission de Point d'ombre, l'émission qui vous amène au-delà de l'actualité. Bonsoir chez vous.